À toutes et à Voilà, c'est parti. Merci. Donc, merci beaucoup d'être là et merci infiniment donc, à Stéphanie, Élodie, Karen et Pascal d'être avec nous pour m'aider à animer cette table ronde sur la cosmétique régénératrice et pour surtout vous permettre de faire un point à date de où on en est, c'est quoi le niveau de maturité, c'est quoi les défis de cette ambition. J'aime bien parler d'ambition régénératrice, ça donne un côté plus dynamique que la visée régénératrice. Euh, et peut-être avant de commencer, je vais rappeler ou compléter plutôt ce qu'a dit Jérémy, et plus spécifiquement aussi sur le lien avec la cosmétique régénératrice et le secteur de la cosmétique, sur c'est quoi ces grands principes et qu'est-ce que ça veut dire notamment en termes de mindset, d'état d'esprit, dans ce qu'il faut faire changer. Donc, Pascal, on t'entend. Je veux bien, Pascal, si tu peux mettre ton image et couper le son. Voilà. Merci. Mais je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Thomas Busutil. Je dirige une société qui s'appelle la cinquième saison et j'accompagne les entreprises dans justement cette ambition régénératrice et aussi tout ce qui touche à l'innovation durable et ces nouveaux modèles d'affaires durables qu'il faut absolument qu'on mette en place si on veut aller justement vers cette régénération. Donc, pour revenir à ces principes d'économie régénératrice et rester simple, parce que je pense que c'est aussi très important de ne pas être trop fumeux, on va dire, dans ce concept-là. C'est déjà de bien comprendre la vision systémique, hein, que tout est lié, que tout ce qu'on fait, que ce soit individuellement ou collectivement dans une entreprise, a un impact à la fois au niveau économique, certes, mais aussi au niveau social, sociétal et bien sûr environnemental dans le lien qu'on a avec le vivant non humain. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, et donc quand on parle d'innocuité, voilà, dans la cosmétique, mais vous allez voir, on va vous donner un certain nombre d'exemples. L'idée, c'est de s'assurer, par exemple, qu'on a une innocuité holistique, c'est-à-dire on va pas avoir d'impact à la fois toxicologique sur la santé des humains, mais aussi écotoxicologique sur la santé du vivant non humain. Voilà typiquement un exemple de vision systémique. La deuxième chose, c'est aussi de chercher non plus à minimiser ces impacts négatifs, ces externalités négatives, mais à les supprimer. Et donc je pense, c'est même si évidemment l'ambition là aussi est très très forte, l'idée c'est comment on peut tendre vers cette suppression des impacts. Et là aussi, je vais renvoyer à ce que vous présentera par exemple Elodie ou Karen si je reprends le cas d'Elodie, ce qu'elle a fait sur les colorants, les teintures végétales de ces bâtons de rouge à lèvres. Voilà, je n'en dis pas plus. Le dernier point, c'est effectivement donc d'un côté de chercher à supprimer, non plus à minimiser, mais à supprimer ces impacts négatifs, et de l'autre côté, à maximiser ces impacts positifs. Et là aussi, on le verra, par exemple, le fait d'aller à un certain endroit chercher des actifs, le fait d'intégrer ou de s'adresser à des publics fragiles ou en réinsertion pour notamment produire, enfin, c'est des produits que vous pouvez vendre et distribuer, ça aussi, ça va permettre de rajouter des contributions, des externalités positives à ce que vous faites déjà de bien, je peux dire, hein, puisque l'idée le principe de la régénération, il est assez simple, hein, c'est rendre à la société et au vivant non humain plus que ce qu'on lui prend. Donc ça, c'est sur le principe, c'est très simple. Après, dans la mise en œuvre, évidemment, c'est un petit peu plus complexe, mais l'idée pour y arriver, c'est effectivement de se dire, bon, il y a déjà des choses que je fais bien, je suis déjà dans la contribution, dans le côté positif. Mais pour être vraiment net positif, il va falloir que je supprime, je cherche à supprimer les impacts négatifs et que je pousse au maximum ces externalités positives, ces contributions, en réfléchissant, donc voilà, à qui je m'adresse, où est-ce que je vais produire ou aller chercher mes actifs, et ainsi de suite. Mais ça aussi, je renvoie aux illustrations qu'on va vous donner au travers des deux exemples qu'on a dans cette table ronde. Voilà. Et dernier point, dans le régénéré, il y a effectivement d'une part tout ce qui est lié au passé, c'est-à-dire réparer, rétablir par rapport à ce qu'on a pu endommager, je veux dire, notamment que ce soit sur la faune ou la flore. Et puis il y a aussi générer, donc c'est l'idée, c'est comment je change mon mindset. Jérémy parlait bien de transformer son modèle économique, c'est comment je vais changer ma façon de penser mon modèle sur toute ma chaîne de valeur
pour justement à la fois supprimer ces impacts et maximiser ces contributions positives, qu'elles soient environnementales, sociales, sociétales ou économiques et financières. Voilà, je m'arrête là sur l'introduction. Si vous avez des questions, là aussi, vous n'hésitez pas à utiliser le chat. Et donc, la façon dont on va avancer dans cette table ronde, c'est déjà de démarrer par le témoignage de deux super expertes qu'on a la chance d'avoir ce matin, que sont Pascal Brousse, qui est fondatrice de Trend Sourcing. Je pense que beaucoup de gens, enfin, voilà, si vous travaillez dans le secteur de la cosmétique, vous ne pouvez pas ne pas connaître Pascal, qui publie de nombreux posts et donne un certain nombre de tendances et sur la prospective du secteur cosmétique. Donc je pense qu'elle était la plus appropriée pour nous dire un petit peu, elle, sa vision de la maturité du secteur et en termes de tendance et de projection, comment elle voit un petit peu l'avenir, si je puis dire. Et puis l'autre super experte, c'est Stéphanie Lumbers, donc, qui est directrice RSE de la FEBEA, donc la Fédération des entreprises de la beauté, qui mêle à la fois des PME comme des grands groupes. Donc c'est aussi ça qui est intéressant et qui, là encore, pourra nous donner un panorama sectoriel de qu'est-ce qu'elle voit, elle, dans la prise en compte ou pas, on verra, de cette ambition régénératrice par les entreprises du secteur et nous donner un certain nombre d'initiatives. Alors, comme elle est pas là pour faire la pub des uns et des autres, mais bien de donner dans la globalité. On verra, mais vous allez voir, il y a déjà des choses quand même très intéressantes, je trouve, qui sont en train de se passer. Et puis, une fois qu'on aura fait ce panorama, on va l'illustrer. Et là aussi, avec, je pense, deux des entreprises les plus intéressantes sur ce domaine à interroger et à explorer, que sont d'une part Karen Masson, donc, qui est directrice Open Innovation et RSE des laboratoires Expansions. Donc là, on va être dans le cadre d'un grand groupe qui est né dans les années 50 et qui s'est, oh, je suis quand même une très belle ETI en tout cas, qui est né dans les années 50 et qui donc s'est développé en mode business as usual et qui a pris ce chemin de la régénération, mais de façon assez pionnière, hein, parce que ça fait déjà, enfin, Karen va nous le rappeler, mais au moins 3 ou 4 ans, de ce que j'en sais en tout cas, que les laboratoires Expansion travaillent sur cette ambition régénératrice, sur ce changement progressif de business model. Et puis, Élodie Carpentier, fondatrice du Rouge français, et qui là va illustrer justement les problématiques, les enjeux, les défis d'une start-up devenue scale-up, puisqu'elle est aussi en cours de levée de fonds, et c'est pas la première, et qui va nous montrer aussi comment elle a mis cette ambition régénératrice au cœur de son business model dès le départ, dans son ADN de marque, et comment elle chemine dans le développement de sa structure avec cette ambition, et voilà les défis là aussi qu'elle peut rencontrer par rapport à ça. Donc voilà le programme. Et donc on va revenir avec Pascal. Donc là, je veux bien que tu mettes ton micro, Pascal. Donc avec cette question de te dire, voilà, vu ta connaissance, ta très grande connaissance de ce secteur, et je sais que là aussi tu es assez bien au fait de ce concept d'entreprise régénératrice appliqué au secteur de la cosmétique. Est-ce que ce que tu vois, toi, déjà, en termes d'abord, d'un point de vue global, on va dire, de maturité, et puis peut-être quelques exemples, même s'ils ne sont pas forcément encore totalement aboutis, qui existent dans ce domaine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup Thomas pour cette introduction. Et effectivement, nous sommes depuis le début des années 2020 dans des causes, dans une visée pour rénover, réparer, régénérer les écosystèmes et le vivant. Ça va nous occuper quelques décennies. Alors, quand j'ai regardé plus précisément ce que tu m'as demandé au niveau des entreprises à visée régénérative, régénératrice en cosmétique, en tant que telle, vraiment, on va dire, inscrit dans leur mission de société, il y en a peu. Euh, il y a surtout Expansiance qui aura la parole peu après moi, qui a vraiment inscrit hein, dans ses fondamentaux que d'ici, dans son contrat RSE, que d'ici 2040, Expansiance deviendra une entreprise à impact positif et à visée régénérative. Voilà, la gouvernance vient d'ailleurs d'évoluer. On peut aussi trouver
Davines, hein, qui parle d'agrobiologie régénérative. Et en fouillant un peu, j'étais même un peu étonnée d'ailleurs de voir que ils ont lancé en 2021 un European Regenerative Organic Center en collaboration avec le Rodal Institute, justement pour promouvoir l'agriculture biorégénérative pour les industries cosmétiques. Mais je le vois encore peu en action. Donc moi, j'aurais tendance à dire, on le sait, que les curseurs écologie ont baissé depuis 2 ans. Hein. On peut espérer que ce ne soit que pour mieux remonter après. Là, on est plus occupé par des préoccupations Ça, tu le sens monétaires, dans l'ensemble du économiques. secteur, Oui, backlash, oui, on va dire, là, encore une fois, écologique. oui, oui. Ok. Donc, voilà, on a aussi l'Occitane qui parle de régénérer la nature. C'est toutes des entreprises qui l'ont en point commun, hein, qui le font depuis longtemps. On parle en fait beaucoup plus d'agroécologie finalement. Ce terme de régénération, il est récent, d'agriculture régénérative, des marques aussi comme le Rouge français, effectivement, comme Eclos, comme la récente marque de Charlotte Bouygues, 10 hectares, en parle. Mais pour le public, en tout cas pour les consommateurs, c'est plus parlant euh, de dire agroécologie ou agriculture biologique, ou en tout cas, ça mérite d'être encore plus explicité. Parce que si on dit, effectivement, je suis une entreprise où j'ai des cosmétiques euh, à visée régénérative, quand on fait des focus group, on a des résultats assez médiocres en fait. Le message n'adresse pas le public, ou la régénération, on va plutôt penser au niveau de la peau. Donc, on va trouver davantage d'entreprises en cosmétique qui vont aller soutenir des filières durables et qui agissent effectivement en agriculture régénérative. Donc là, on a aussi bien des jeunes marques comme celles que j'ai citées, et puis également on a Auré, Oden, Aimé de Mars, Sandrobé, tu vois, qui va parler aussi de cosmétiques circulaires. Donc on a tout un ensemble de vocables qui est intéressant autour de cette idée de réparation et de régénération de la nature. On a des laboratoires qui sont très engagés également, comme Sciences et Nature. Hein. Là encore, c'est depuis 1972. À chaque fois, ce sont des entreprises, hormis les startups, bien sûr, qui font des actions depuis plusieurs décennies, qui ont des fondations comme Sciences et Nature, qui peuvent être entreprises à mission également. Hein. Donc, Sciences et Nature, ils ont un laboratoire, mais aussi Centifolia, Body Nature. Voilà, on va trouver des grandes marques qui expérimentent aussi au travers de terrains pour justement voir les impacts en termes de culture et de sauvegarder de la biodiversité, comme Clarins qui a récemment acheté un deuxième domaine dans le Gard de 115 hectares. Bon, on a historiquement Oshka, on a aussi Chanel, Chlorane ou Yves Rocher. Je ne veux pas trop citer de noms non plus, mais c'est juste pour vous donner une envergure, une perspective. Dans les fournisseurs, on peut avoir également Codif qui a énormément d'actions sur tout le pôle RSE, régénération ou Green Tech. Voilà, donc tout un ensemble d'acteurs qui vont vraiment travailler en agriculture respectueuse finalement du vivant. Et puis euh, on a également du soutien hein, qui peut être fait, comme Guerlain qui a été une des premières entreprises dans le luxe, en tout cas cosmétique, très engagée sur les pôles RSE depuis plus de 15 ans, qui soutient par exemple le domaine de Yann Arthus Bertrand, que je visitais lors des portes ouvertes samedi dernier, en compagnie de Sandrine Lecointe, qui a fait le premier forum Cosmagri, très intéressant, qui s'est passé à Bordeaux il y a 2 semaines pour connecter et rapprocher les agriculteurs qui travaillent en agriculture régénérative et biodiversité et la beauté. Il y aura donc une deuxième édition en juin 2026 à Marseille. Donc il y a de plus en plus d'actions
positives qui sont faites et de prise de conscience. Et peut-être je m'arrêterai là pour la prise de parole, pour que tout le monde parle, et je conclurai tout à l'heure, peut-être en Ouais. parlant de l'impact des changements du climat sur le vivant et la biodiversité. Ok, et juste, il y avait, peut-être juste pour terminer, il y avait quand même aussi sur la partie un peu plus biotech, on va dire. Moi, je pense à une initiative comme Lanzatech sur la régénération voilà, du carbone, enfin de la captation, de la capture de carbone, justement pour produire de l'alcool qui peut servir, notamment ces Coty qui a son Mhm. partenariat avec Lanzatech ou Mibel Group sur la partie extrait des actifs. Est-ce que là aussi, tu vois des choses, au-delà des deux exemples que je viens de citer, qui montrent que aussi sur cette partie biotechnologie, il y a le côté, la naturalité d'un côté, mais je pense qu'il y a aussi cette dimension biotech qui peut être aussi un levier, on va dire, de... Oui, absolument. Bah, Carbios, Lanzatech, oui, il y a Biotherm qui a sorti ses premiers packaging, hein. C'était annoncé depuis 3 ans et c'est réalisé à base de recyclage de carbone. On a, comme je parlais tout à l'heure, des acteurs comme GreenTech ou Codif, hein, en biotechnologie, qui font aussi très attention à l'impact. Mais euh, ce que tu viens de mentionner est un champ d'expérience euh, qui est à venir, je dirais. On a besoin de connaître davantage les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai que c'est prometteur en termes packaging notamment. Bien, merci beaucoup Pascal. Donc si je résume ton point de vue, justement qui va me faire le rebond avec Stéphanie, c'est bon, le secteur quand même a commencé à bouger. Ça reste quand même encore très centré sur la partie amont, hein, sur l'amont agricole principalement et sur notamment ces certifications régénératives agricoles, enfin le ROC, l'agriculture régénératrice, et tu citais l'exemple de Clarins effectivement qui vient de faire certifier un de ces domaines en ROC, en agriculture régénératrice. On aurait pu citer Kering également, qui bosse avec le Savory Institute, mais que ça, pour l'instant, ça reste quand même beaucoup centré sur cette dimension amont et agriculture régénératrice et pas encore trop sur la partie aval, par exemple, sur la répartition de la valeur, voilà, tout Oui, oui, on a d'autres actions qui sont faites après en économie circulaire, notamment avec les dernières coalitions en termes de packaging, sur la consigne. Alors, ça va justement me faire une très bonne transition, merci Pascal, avec Stéphanie. Donc Stéphanie, ben, même question, mais vue cette fois de la fenêtre voilà, de la principale fédération qui regroupe, je crois que c'est plusieurs centaines, hein, vous êtes Ouais, 350 environ entreprises de toute taille. de toute taille, de tout secteur, et là aussi par rapport à ce qu'a dit Pascal, à la fois côté laboratoire, voilà, côté fournisseur et côté marque ou industriel, on va dire. Donc là aussi, Stéphanie, même question, quel est ton sentiment et ton point de vue par rapport à la maturité globale du secteur? Oui, alors il y a vraiment il y a deux choses dont je peux témoigner très très humblement. Euh, D'abord, le concept de régénératif est quand même clairement très très pointu aujourd'hui. C'est vraiment pas quelque chose qui est communément même, qui est au cœur des échanges. C'est un concept un peu encore très très haut niveau, même si d'une certaine manière, je pense que un peu comme Monsieur Jourdain, il y a des gens qui font de la régénération sans le savoir. Mais en tout cas, c'est pas un concept qui est discuté quotidiennement au sein de nos instances. Faut avoir en tête que même sur le sujet de la biodiversité, il y a des entreprises qui disent, je ne sais pas par où commencer. Je sens bien que c'est important la biodiversité, mais le sujet étant très complexe et très systémique, ils sont un peu perdus. Donc, il y a vraiment un enjeu de maturité. Ça se joue aussi beaucoup sur la place de la RSE dans la gouvernance des entreprises entre voilà, une entreprise qui est vraiment dirigée par des financiers, on va dire. On est quand même sur des manières de prendre en compte ce type d'enjeu très différentes de d'autres où la RSE est au COMEX. Et l'autre point, c'est aussi peut-être que c'est pas forcément cette séparation entre degré de maturité dans la prise en compte des enjeux, je ne vais même pas dire de régénération, mais même juste de biodiversité, euh, et même environnementaux d'un point de vue très, très macro, la différence se fait pas tellement entre petites entreprises et grands groupes. C'est plus complexe que ça. Moi, j'aurais tendance à décrire d'un point de vue un peu d'un U.
C'est-à-dire qu'il y a des petites entreprises qui se sont créées autour de la volonté d'appréhender ces enjeux environnementaux. Et donc, finalement, ils se sont construits complètement autour de ça. Et ensuite, on a des plus grands groupes, auxquels je mettrais Expansios, par exemple. C'est même pas que les multinationales, mais en tout cas des grands groupes qui ont mis les ressources humaines et financières pour avoir cette transition. En revanche, les entreprises qui sont un peu plus à la peine, c'est celles qui sont un peu intermédiaires, qui n'ont pas la capacité forcément ou qui n'ont pas fait des choix, notamment en termes de ressources humaines, sur ces enjeux et qui sont là un peu perdus. Et alors, l'autre chose que je voulais partager avec vous, c'est l'importance en fait de l'action collective, puisque tous ces enjeux sont tellement systémiques, tellement vastes, et le besoin d'agir est tellement pressant que on considère, enfin, on constate qu'il y a beaucoup de ces sujets qui doivent être en fait appréhendés de manière collective. Et c'est vrai que c'est extrêmement euh, fascinant et enfin, passionnant pour moi de participer à tous à ces projets. Euh, la cosmétique est un secteur qui est relativement petit, alors qui est très visible, mais si on parle strictement en termes de volume d'achat, volume de pack, volume de matières premières, finalement, c'est relativement petit. Si on compare l'utilisation du palme dans la cosmétique, si on le compare au biocarburant ou à l'agroalimentaire, on n'est juste Bien sûr. pas sur la même échelle. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus important de se regrouper, d'avoir une réflexion collective pour essayer de faire avancer un certain nombre de sujets, parce que sinon les efforts individuels sont complètement dilués. Et donc, Et tu peux donc, donner quelques exemples de oui, cette absolument, utilisation? absolument. Alors on a des exemples un peu sur beaucoup de sujets différents. Sur le pack, alors, Pascal l'évoquait, il y a une coalition autour de la consigne qui est en train de se mettre en route, à la fois sur le réseau plutôt pharma, et puis ils ont annoncé une extension sur la grande surface. Donc là, typiquement, on est en train d'essayer d'inventer un système qui n'a jamais existé. On revient pas à un concept oublié des années 50, c'est pas la bouteille de lait. Le produit cosmétique, produit cosmétique moderne, en tout cas, n'a jamais été vendu dans un pack consigné. Donc, c'est vraiment ce besoin de s'associer pour réinventer ces boucles de nettoyage et de redistribution. Mais il y a aussi des fontaines, le consortium Pharma Recharge, qui donc expérimente des fontaines dans les pharmacies. On peut venir avec son contenant, le re-remplir sur place. Donc là aussi, un gros niveau de complexité et un besoin aussi quelque part, de séduire le consommateur. Et c'est plus simple de le faire ensemble plutôt qu'avec des machines isolées qui poseraient des gros problèmes en termes d'espace. Sur le pack, on a aussi un consortium autour de la fonctionnalisation de la fibre qui dure depuis quelques années maintenant, qui commence à porter ses fruits. C'est-à-dire, pour sortir du plastique, préférait passer sur de la fibre cellulosique. Le problème de la fibre cellulosique, c'est que ça aime ni le chaud, ni l'humide, ni le gras. Donc, en gros, pour la cosmétique, c'est quand même pas le matériau le plus simple. Donc, un vrai travail de R&D qui progresse assez bien et qui rassemble une quinzaine d'acteurs. Sur d'autres sujets, on a un consortium Trace sur la traçabilité des chaînes d'approvisionnement. Donc là aussi, très complexe à cartographier. Les chaînes cosmétiques sont très longues. En fait, entre la plantation et le produit qui arrive dans l'usine d'un fabricant, il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc très compliqué aussi pour même des très grands groupes qui ont beaucoup de moyens à consacrer de complètement faire enfin, sur cette cartographie. En plus, ça sollicite des mêmes fournisseurs parfois. Donc, ce consortium qui s'est monté l'année passée vise à faire cette carto commune et ensuite, dans un second temps, euh, comment dire, avoir des cahiers des charges communs en termes RSE, en tout cas une cartographie commune des risques RSE. Je peux aussi mentionner un travail que fait la FEBEA, si je peux me permettre de faire un peu de notre promo, mais on a deux projets, un sur la glycérine et l'autre sur l'huile de palme. Donc la glycérine, c'est un des ingrédients les plus partagés en cosmétique, mais qui est
pas très, très bien connu parce que c'est pas un ingrédient sur lequel on capitalise en termes marketing. Donc, beaucoup de sources différentes. Donc là, on fait un livre blanc sur les risques associés aux différentes sources de glycérine, et des risques à la fois sociaux et environnementaux, pour avoir vraiment cette vision d'ensemble, et qui pourra, dans un second temps, on l'espère, donner lieu à base, en tout cas, d'une filière commune. Et sur l'huile de palme, l'idée, c'est de se dire, on souhaiterait plutôt se désengager de cet ingrédient qui est problématique à certains points de vue, qui n'a pas que des défauts, mais en tout cas, on souhaiterait avoir des alternatives. Et donc, on fait une analyse de fonctionnalité du palme, pour savoir comprendre pourquoi est-ce qu'on s'en sert dans les formules cosmétiques, et donc comment est-ce que, quelles sont les fonctions qu'on pourrait rechercher, soit dans d'autres matières végétales, soit à travers des biotech. Voilà une petite cartographie. J'en ai encore d'autres, hein, mais D'accord. Et par rapport à, parce que ça rejoint aussi, c'était un des points de Pascal, par rapport aux consommateurs, aux clients et aux clientes, là-dessus, est-ce qu'il y a aussi puisqu'on voit bien qu'il y a quand même un vrai enjeu de connaissance, bah, notamment tu citais l'exemple du plastique, c'est évident que il y a voilà, des gros enjeux, des gros sujets autour de cette pollution plastique qu'on connaît de mieux en mieux, et plus on la connaît, et plus, voilà, plus on voit bien que les dégâts sont assez considérables, hein, que ce soit là aussi d'un point de vue toxicologique ou éco-toxicologique. hum, Est-ce que là aussi, il y a des choses qui sont faites sur cette partie consumériste, ou ça reste aussi le rôle de chaque marque? Enfin voilà, c'est chaque marque qui hum. porte un petit peu les choses. Alors, Voilà. ça peut être un peu plus compliqué de s'adresser aux consommateurs de manière collective, parce que là, pour le coup, il y a quand même des enjeux de marque et c'est difficile d'aller au-delà. On vient quand même de finir une étude sur la recharge pour comprendre quels sont les freins à la recharge, à l'utilisation des recharges en cosmétique. Et OK. ça, on partage ces constats et ensuite charge ensuite à chaque marque d'en tirer les conclusions pour le coup, pour que collectivement ce segment de marché soit développé, parce que ça reste de l'usage unique, mais ça permet quand même de réduire très grandement la quantité de plastique mis sur le marché. Super. Donc, si je résume là aussi, c'est un peu comme Pascal, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein, en fonction de ce qu'on regarde. C'est-à-dire, bon, alors il y a l'enjeu de ce concept, effectivement, qu'il faut, mais ça, on en reparlera après sur la façon de donner des repères voilà, des visions assez suffisamment simples et concrètes pour que ça soit opérationnel. Il y a quand même un certain nombre d'initiatives, là aussi collectives. On voit que ce qui est intéressant, c'est que c'est assez varié. C'est à la fois sur le pack, sur voilà, tout ce qui est glycérine et autres, au-delà des actifs, ce qui est autour des actifs, on va dire, sur lesquels il y a aussi des choses. Donc ça, c'est plutôt encourageant, on va dire. Donc on va voir un peu maintenant ce que font deux entreprises qui ont vraiment été pionnières pour mettre justement, Pascal le rappelait là aussi, cette ambition régénératrice sur le devant, on va dire. On dit, voilà, on va l'affirmer, on va l'assumer d'abord et on va l'affirmer ensuite pour justement voir concrètement qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça génère. Donc Karen, peut-être pour commencer, donc côté, alors, je ne vais pas dire jusqu'à grand groupe, mais belle ETI, qui est Expansion, peut-être rappeler quand même, voilà, donc Tout originellement. n'est pas une question de taille d'entreprise, d'ailleurs. Elle l'a rappelé, Stéphanie, hein, Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. On le verra aussi d'ailleurs avec Elodie. C'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas agir. Mais du coup, peut-être, voilà, se dire c'est quoi l'élément déclenchant, on va dire, qui a incité un groupe comme le laboratoire Experience à se dire oui, il faut qu'on mette ça dans notre raison d'être et dans la vision qu'on veut proposer à toutes nos parties prenantes, on va dire. Euh, Mhm. et puis déjà, quels sont les premiers pas que vous avez pu franchir? Bon, on en a quelques-uns, je vais pas, voilà, je vais pas parler à ta place, mais qui ont fait pas mal de buzz, on va dire, médiatiquement parlant. Et ensuite, on verra un petit peu les défis pour le futur. Ok, alors je voulais rebondir sur Stéphanie, mais je rebondirai après parce qu'il y a deux, trois points à souligner justement dans l'entreprise régénératrice. Donc, bonjour à tous et à toutes. Qu'est-ce qui nous a... Alors comme tu l'as souligné tout à l'heure, Expansion, c'est une vieille dame, hein. On n'est pas un natif dans le sens où on a à peu près 70 ans.
Et donc, effectivement, sur un modèle linéaire d'extraction, mise en bouteille, enfin, je le vends très bien, mais de produits cosmétiques dans des emballages à usage unique, hein, initialement, comme beaucoup d'entre nous en cosmétique. Donc, effectivement, la journée, elle a été un peu longue et un peu genre bonne élève, tu vois, studieuse, de se dire on va faire moins mal. Donc, Jean-Paul, notre président, il a engagé l'entreprise en 2004 quand même, ce qui était à l'époque pour une ETI assez tôt. Alors, Pionnier, ouais. Et petit à petit, on a vraiment essayé de diminuer au maximum notre impact. Et puis, il y a eu quand même je sais pas si c'est un électrochoc ou plutôt une maturité, en fait. Et puis, un mouvement de la société. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on se disait, on va faire moins mal, on va y aller en douceur, on va diminuer notre impact, etc. Sauf que force est de constater que 20 ans après, le constat, il est le même. Donc, tu peux plus avoir la même posture. Et moi, j'aurais parié il y a 20 ans, ça fait 20 ans que je travaille dans la RSE, que jamais je dirais ça, tu vois, mais qu'il faut être plus radical et qu'il faut l'être. Et j'étais pas nourrie à ça au départ, hein. Je me disais, on va y aller en changement, en douceur. Donc, cette compréhension de se dire que nos modèles, de toute façon, ils sont plus viables, et puis qu'on contribue à faire que ce soit plus viable, hein, nos impacts. Donc, nous sommes impactés, on impacte, bah, que ce n'est plus tenable de faire un peu moins mal, mais qu'il faut vraiment un vrai pivot radical pour réorienter nos entreprises. Et donc, moi, je cite souvent Arthur Keller. J'avais entendu une conf et ça m'avait parlé en disant, c'est comme si tu essayais de soigner le cancer avec de l'aspirine et du tilleul et de la tisane, ce qui est très sympa, mais c'est pas ça qui va soigner obligatoirement ta maladie. Et donc, de se dire que nos remèdes, ne sont pas à la hauteur de ce qui nous arrive. Et donc en 2018, on a eu cette envie et cette maturité de se dire on va devenir une entreprise Bicorp, ce qui était déjà un gros signal, hein, de se dire notre modèle d'affaires, on veut mesurer notre impact positif, négatif aussi évidemment, hein, parce que sur l'environnement, le social, etc. Donc ça, c'était vraiment le déclic de pivot. ok. Et puis, on a travaillé un programme qu'a cité peut-être Pascal ou pas, je sais plus, mais de dire visée régénérative à 2040 sans trop vraiment savoir ce qu'il y avait un peu derrière aussi, hein. C'était une intuition de se dire, il faut aller faire mieux. Et donc, on va faire le moins mal possible les 10 prochaines années, et puis on essaiera d'être régénératif à 2040. On a aussi participé à la CEC, ce qui nous a donné des clés avec Lumia, notamment de qu'est-ce que ça peut vouloir dire finalement. Parce que pour moi, l'agriculture, c'est pas que de l'agriculture régénératrice, ça fait partie d'une visée régénérative, mais ça va bien au-delà de cela. Quand on parle, tu l'as souligné, mais je voulais revenir sur ce mot-là. Pour moi, on restaure pas, ou on peut restaurer, mais c'est encore de l'interventionnisme de l'homme et de la femme. Pour moi, on est là pour créer les conditions. Et ce mot-là, je pense qu'il est hyper clé parce que c'est beaucoup le comment et pas le quoi. Alors ça frustre les gens, mais je pense que ce qu'on est en train de construire, et ce que se disait Stéphanie tout à l'heure, en coopération, apprendre à travailler avec tes concurrents, est-ce qu'il y a 10 ans, tu aurais pu entendre cela? Et Mm. Stéphanie a été un peu humble, mais elle fait un travail remarquable pour que toutes les entreprises coopèrent vraiment en se disant bah, nos concurrents, c'est pas Pierre Fabre, c'est pas L'Oréal, c'est pas l'Occitane, c'est pas qui de droit. C'est la chute de la biodiversité, c'est la rupture de la supply, c'est les canicules qui vont venir, c'est tout ça nos concurrents en fait. On n'aura pas de part de marché dans un monde comme ça. Donc forcément, qui mieux que ton concurrent ou ta chaîne de valeur peut comprendre et peut bouger avec toi. Et donc coopérer, c'est pas un détail, c'est essentiel pour moi. C'est-à-dire qu'apprendre à travailler avec ses concurrents, ça s'apprend petit à petit. Donc, Stéphanie le disait, on travaille sur le sourcing, on travaille sur les emballages, on travaille sur le vrac, on travaille sur la consigne, on teste parce qu'on n'a pas la certitude de comment sera le marché demain et comment vont répondre aussi les consommateurs, comme tu le soulignais. Et ça, le faire tout seul, pour moi, c'est une peine perdue. Et l'un des choses clés de la régénération, si d'aventure on maintient ce mot qui paraît très conceptuel pour beaucoup d'entre nous, même en interne, hein, enfin, je trouve que c'est difficile à expliquer, c'est vraiment ça, c'est de se dire, je pense systémique, je pense pas que carbone, je pense biodive, je pense social. Ce n'est pas tout seul. Quelles sont mes coopérations? Et c'est aussi de se dire avec qui je dois coopérer pour faire ça, comment je relocalise aussi, comment j'ancre mon impact. Donc ça va beaucoup plus loin pour moi que de l'agricole en fait, même si ça en fait fortement partie. Euh,
Donc voilà, c'était juste pour te dire pourquoi on avait pris j'ai un petit peu digressé parce que ça semblait important de souligner que coopérer avec des concurrents, la fameuse coopétition, c'est quand même un levier énorme. Nous, on avait fait du vrac tout seul. Ça servait à rien de faire du vrac tout seul parce que le pharmacien, ça crée pas une catégorie. Il va pas avoir 18 machines, comme dit Stéphanie. Le faire avec des concurrents, ça donne une chance à un marché du circulaire, si tu veux et tu perds pas plus de ventes ou plus de parts de marché pour autant. Travailler ensemble sur du sourcing, travailler sur de la relocalisation de filières, travailler sur l'arrêt ou pas, enfin, essayer de se donner l'espoir d'arrêter des dérivés de palmisme, bon, bah, ça c'est intéressant, mais tout seul, tu n'y arrives pas. Et d'ailleurs, tout seul sur ta chaîne de valeur, mais tout seul aussi avec, par exemple, les personnes qui travaillent sur l'agricole, l'alimentaire. Il y a la CEC Agri-Agro, j'ai fait la publicité, mais parce que ça me paraissait hyper important que la cosmétique travaille avec l'agricole et les acteurs de l'alimentaire, puisqu'on utilise beaucoup de coproduits de l'alimentaire, potentiellement. Pas que, mais potentiellement. Donc, tu vois, cette coopération, elle est clé, elle est sur les territoires et entre concurrents et sur une chaîne pour réinventer ton modèle. Voilà. Ouais, très clair. Après, il y avait quand même un point aussi, puisque tu parlais de radicalité, qui pour moi fait aussi écho à l'urgence quand même, hein, par rapport à C'est ça. l'accélération de cette dégradation, notamment de la biodiversité. On peut vraiment parler d'effondrement pour le coup là. Ouais. C'est pas, malheureusement, c'est pas trop fort. Non? Derrière, il y a quand même aussi l'idée de renoncement. Et ça, là-dessus, vous avez été aussi, ça, je parlais un peu de buzz, parce que c'est aussi ça qui a fait le buzz, c'est cette capacité. Alors ça, c'est plus vrai pour des entreprises comme, comme la tienne, qui s'est développée en mode business as usual. Je pense que ce ne sera pas forcément le cas d'une entreprise comme Rouge Français, mais pour celles qui se sont développées en mode business as usual, il y a quand même cette idée derrière un peu de renoncement. Voilà, comment Oui, 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 tout à comment c'est fait. interne ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour viser la régénération, un impact positif, selon ce qu'on veut dire, et c'est surtout pour rediriger sa boîte, son modèle d'affaires qui respecte le plancher social limite planétaire, alors tu dois réduire tes impacts. Alors ça va sur de la circularité, ce que j'expliquais, hein, du solide, du vrac, de la recharge, de l'éco-recharge. Enfin, tu essaies de diminuer ton impact au maximum et de pas le faire seul, on l'aura compris mais aussi de renoncer parce qu'il y a des choses qui sont pas compatibles. Donc oui, on a annoncé qu'on a et on a- on arrête la vente de lingettes jetables, de nos lingettes dans le monde entier en 2027. Donc on a programmé la mort de ce produit-là. Donc ça, c'est typiquement le business as usual que tu arrêtes parce qu'il n'est pas compatible en termes de pollution, même si on l'avait éco-conçu, qu'il y avait du lyocell, qui est biodégradable, patati patata. On a estimé que c'était pas compatible avec des limites planétaires et des choix comme ça, il y en aura forcément dans les années à venir. Et bien sûr, on va pas fermer boutique. Nous restons une entreprise responsable qui emploie des gens. Mais l'idée, c'est de créer de la valeur aussi pour les salariés et pour nos partenaires et de développer des modèles d'affaires un peu différents. Donc tu dois gérer en même temps, quand tu es une vieille dame, tu as des croissances d'impact, tes renoncements, comme tu l'as dit, sur certains produits qui sont absolument pas compatibles, et puis de développer des nouveaux modèles d'affaires. Mais ça prend plus de temps. Qui soient plus ancrés sur les territoires, qui soient plus là, natifs pour aider des agriculteurs locaux à capturer le carbone, à avoir des sols vivants, à ramener de la biodiversité, à créer les conditions pour que eux puissent faire bien leur boulot aussi. On n'en parle pas beaucoup de ces sujets-là, mais qui vivent bien de leur boulot, que leur sol soit bien vivant. Donc ça, tous ces enjeux d'ancrage, de relocalisation, de repenser des produits différemment, de penser des services aussi, ou aussi, parce que tu peux renoncer, mais accroître à l'infini tes volumes de produits éco-conçus, si je suis un peu provocatrice. Donc tu dois aussi adresser la question du volumique à tout craint. Quelles sont tes limites? Alors, on n'est pas exemplaire, hein, on n'y est pas encore de se dire, attends, on limite le volume, etc. Mais c'est des questions que tu dois te poser. Et aussi, quand tu pilotes, quelle boussole tu regardes? Est-ce que je regarde que l'économique? Est-ce que je regarde que le carbone, ce qui serait une erreur? Ou est-ce que j'ai une boussole 360 où je regarde ce qui compte vraiment? C'est-à-dire et l'économique, et l'environnemental, et ma mission, bien-être pour nous, sociale. Et est-ce que je peux piloter mon entreprise à terme en regardant tout ça en même temps? Tu vois? Super. Bah, merci beaucoup, Karen. Je pense que tu as parfaitement posé, on va dire, les grands défis, en particulier
pour les groupes qui voilà, se sont créés en mode business as usual et qu'est-ce que ça veut dire dans les grands enjeux qu'il va falloir prendre en compte dans les années qui viennent. Alors, pour vous, c'est 2040 l'échéance, mais je pense que ça prend, on voit bien que ça prend aussi beaucoup de temps. Peut-être pour finir cette table ronde, ce panorama. Donc, Elodie, bah, un peu même question, alors un peu à l'envers. Pourquoi toi, tu as choisi, c'est en 2019, si ma mémoire est bonne, ou fin 2018, de créer le Rouge français en intégrant tout de suite, en tout cas autant que faire se peut, ces principes de l'économie régénératrice. Ça, c'était la première question. Et puis après, on verra là aussi, même chose qu'avec Karen, quels sont un petit peu les grands défis que tu as aujourd'hui. Alors là, c'est plus toi dans cette phase de développement, scale-up, comme je disais tout à l'heure, que tu es en train de vivre en ce moment. Comment tu arrives à garder le cap, si je puis dire, de cette ambition régénératrice. Mais peut-être revenons à là aussi l'élément déclenchant et comment tu as structuré les choses. Parfait. Bah, bonjour à tous. Merci pour cette belle conférence et ce débat. Je pense que c'est important qu'on puisse aujourd'hui prendre du temps sur ces sujets parce que effectivement parler de radicalité et d'urgence, et je pense qu'il y a une réelle urgence et malheureusement on n'a pas assez de solutions. C'est vrai que moi c'est un combat que je mène depuis le début. D'ailleurs depuis le début de ma carrière, même avant le Rouge français, je dois dire. Donc moi, je suis Élodie, la cofondatrice de la Maison Rouge Français et je suis ingénieure en biotechnologie. Donc j'ai travaillé toute ma vie pour notamment un combat qui est celui de la santé et de l'éco-responsabilité dans l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai travaillé dans des grands groupes comme Sanofi. J'étais directrice ingénierie monde chez Ipsen. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir mener ce combat et enceinte, donc une période particulière de ma vie, j'ai eu ce déclic pour pouvoir créer la Maison Le Rouge Français et appliquer aussi tous ces combats et ces principes dans l'industrie de la cosmétique que je ne connaissais pas du tout. Et comme on est novice, eh ben, c'est intéressant parce qu'on peut remettre tous les codes à plat. Et c'est vrai que lorsque j'ai exprimé cette envie, notamment de transmission, ça va être ça mon mot-clé aujourd'hui, sur l'économie régénératrice, pour moi, c'est vraiment une histoire de transmettre aux générations futures des actions positives pour notre planète et notre santé. Eh bien, les gens me regardaient avec des grands yeux en me disant non, mais ça, c'est pas possible, ça non, ça non. Donc, toute l'industrie cosmétique sur l'ensemble de la chaîne de valeur, aussi bien sur le sourcing des plantes, puisque mon innovation, c'est la couleur végétale. Donc, on va utiliser des plantes tinctoriales. Et ça, c'est une innovation disruptive. Les les industriels m'ont dit voilà, ton sourcing n'existe pas, donc j'ai dû tout créer from scratch. Je renomme l'initiative Cosmagri de Sandrine, hein, qui était à Bordeaux, effectivement, que Pascal a mentionné tout à l'heure. J'y ai participé aussi et on a mis en avant aussi les agriculteurs avec qui on a travaillé sur une économie régénératrice parce qu'on va effectivement utiliser des déchets, des coproduits de l'industrie agroalimentaire ou de la feed, notamment par exemple la filière sorgho. Je travaille beaucoup aussi avec la Garance et pour moi, je repars aussi sur l'économie génératrice et la transmission. La Garance était une plante qui a fait vivre beaucoup de populations locales en France et notamment la France était le premier pays exportateur de garance au monde au XVIIIe siècle. Donc, on faisait vivre des régions agricoles entières et c'est un savoir-faire historique perdu que j'ai à cœur de remettre au goût du jour. Voilà, qui est une rupture positive finalement d'utiliser la couleur végétale parce qu'on revient au minimalisme, à la terre et finalement à ce qui existait déjà il y a des millénaires. Parce Donc que voilà, pour effectivement, moi, juste, l'ambition. Elodie, ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est que tu as parfaitement illustré ce que je disais tout à l'heure sur chercher à supprimer son impact négatif et à booster, notamment, alors là, tu l'as fait via la régénération des savoir-faire, le fait que ce soit en France, donc là aussi dans la localisation, les circuits courts, comment tu peux rajouter là aussi des dimensions positives à ton business model. C'est ça. L'idée, c'est de limiter l'impact, mais c'est aussi avoir cette rupture positive, de pouvoir régénérer. Là, par exemple, la garance, on la propose en culture à des viticulteurs pour pouvoir régénérer leur sol, pour pouvoir aussi faire de la
comment dire, des agricultures qui vont pouvoir se renouveler au fur et à mesure. Et moi, il y a un principe que j'adore, que j'ai découvert. Alors, c'est vrai qu'on travaille beaucoup en agriculture biologique parce qu'on est la première marque luxe dans le monde du maquillage qui utilise la couleur végétale, mais avec des certifications bio, donc Cosmos organique. Eh bien, on va sourcer donc sans intrants, avec des ingrédients qui sont Cosmos, etc. Mais on travaille aussi sur la biodiversité. Et lorsqu'une plante est endémique d'un pays, il ne faut pas casser la biodiversité et respecter aussi tout ce qui est accord de Nagoya, tout ce qui est législation autour de la biopiraterie. Et aller Ah, sourcer le cette partage des plante, avantages, comme on dit aussi. voilà, dans le pays où elle est endémique, qui permet de préserver la faune, la flore, mais aussi les populations locales qui en vivent. Et ça, on l'a très bien fait en agroalimentaire. D'ailleurs, c'est souvent une industrie qui est assez en avance par rapport notamment à la cosmétique. Mais c'est vrai que toute la partie voilà, montage de filières de sourcing, j'ai dû aussi en mettre en place, notamment pour le roucou, qui s'appelle arbre à rouge à lèvres, qui est une plante tinctoriale qui va donner de la couleur rouge, qui est magnifique, qui est utilisée par les Amérindiens pour se protéger du soleil, des moustiques depuis des millénaires. Et là, je suis partie au Sri Lanka. Donc vraiment dans ce voyage aussi initiatique qui m'a permis finalement de voilà, trouver des filières de sourcing éthiques, durables. Et surtout, j'ai appris en fait un, un contexte, enfin j'ai appris un principe et un contexte de préservation de la biodiversité qui est bien plus puissant que l'agriculture biologique, qui est l'agroforesterie. Et donc là, on va parler de restauration, de culture, notamment des plantes sous la forêt, qui permet d'avoir de consommer moins d'eau, d'avoir un travail aussi pour les populations locales moins dur par rapport au soleil puisqu'ils sont à l'ombre, etc. Et pour moi, ça, c'est des fondements d'une économie régénératrice parce qu'on va au-delà de cultiver sans engrais chimiques ou de régénérer des sols appauvris. Mais on va vraiment aller régénérer des écosystèmes entiers. Et là, l'ONU a lancé tout récemment une campagne incroyable que je soutiens et qui parle avec des mots-clés vraiment assez forts sur la restauration des terres qui permet de, quand elles sont dégradées, si on les restaure, ça permet de séquestrer plus de 3 milliards de tonnes de carbone par an. Donc on est aussi sur allier comment dire, la biodiversité avec le changement climatique, réduire aussi l'impact, enfin, en fait réduire par la séquestration de carbone, enfin, diminuer au maximum ce réchauffement. Et d'ailleurs, j'œuvre moi-même en ce sens avec la couleur végétale, tous les ingrédients qui sont complètement naturels, même mes packaging, on en parlera tout à l'heure parce qu'on en a parlé aussi, c'est toute la chaîne de valeur qui doit être inclue à des sourcings issus du végétal, notamment de l'huile de ricin. Et c'est vrai que ça permet de séquestrer du carbone. Et on a aussi les mangroves. On en parle peu. Et c'est vrai que souvent, on la lie à des actions positives qui vont compenser. Et donc, on dit, ah, c'est avec un œil négatif, on compense. Mais pour moi, c'est la plante la plus incroyable au monde. Elle séquestre 10 fois plus de CO2 que tout être vivant sur Terre. Donc, c'est une super machine de séquestration. Et planter des mangroves, ça sert. Voilà. Donc pour moi, c'est aussi un combat. Et c'est vrai que là, l'ONU part sur des phrases clés sur l'agroforesterie qui permet la gestion durable des terres, qui permet aussi d'augmenter les revenus des agriculteurs de plus de 50%. Il parle aussi de, d'ici 2030, 60 millions d'emplois qui pourraient être créés dans le monde grâce à la restauration des terres. Et restaurer 15% des terres dégradées pourrait prévenir aussi jusqu'à 60% d'extinction d'espèces. Donc, c'est des KPI assez forts. Et voilà, communiquer de manière simple auprès du grand public, auprès de ça, enfin, avec ces mots-clés, est intéressant. Super. Je vois que l'heure tourne, malheureusement. Et Ouais, juste Thomas, pour finir très rapidement, parce que c'est vrai que c'est un sujet intéressant, mais il y a aussi les technologies vertes. Tu en parlais tout à l'heure, les biotechnologies, et moi, c'est quand même ma passion au-delà de la cosmétique. Et donc, j'ai remonté la chaîne de valeur pour mettre en place avec 12 brevets. Donc, effectivement, même si on est une petite société, l'idée, c'est de pouvoir aussi extraire la couleur végétale avec des biotech qui sont complètement green. Et donc, on a développé des processus de CO2 supercritique, macération enzymatique, sans aucun déchet toxique, pardon, et qui permet aussi d'utiliser peu d'énergie et de valoriser le végétal dans son intégralité.
Et pour finir, la partie scale-up, donc c'est vrai qu'on a besoin de ne pas perdre son âme. Voilà. Quand Comment on ne pas perdre son en grandissant? voilà, quand Voilà, on c'est clair. va exporter à l'international, parce que le rouge français, c'est 200 points de vente dans le monde et 12 pays. Et donc, notamment, on a notre filiale américaine depuis cet été, où on est présent dans les grands magasins, dans le retailer numéro un de la Clean Beauty, qui est très, très strict aux États-Unis sur les ingrédients controversés. Parce qu'on est la seule marque sans dioxyde de titane qui est interdit en agroalimentaire. Donc, régénérer les sols, c'est aussi régénérer l'humain et la peau. Et c'est vrai que quand on se dit qu'il y a du dioxyde de titane partout en cosmétique et notamment en maquillage, mais que c'est interdit en agroalimentaire et que parfois le rouge à lèvres, notamment, on en mange 4 kilos dans sa vie, c'est pas idéal. Donc là, nous, on a été sélectionnés sur ces marchés-là parce qu'on avait ces engagements sur la santé en parallèle. Le Moyen-Orient, et c'est vrai qu'on peut se dire, bah, voilà, ils n'affichent pas forcément une priorité déclarée sur l'écologie. Pour autant, notre marque fonctionne là-bas. Et donc, l'idée, c'est de transmettre aussi cette authenticité, cette innovation et ces performances dans des pays qui finalement ont cette notion du luxe et du désir mais avec cet argument d'écologie qui peut séduire aussi en second lieu. Donc, c'est être de haute qualité. Et donc là, ils associent la haute qualité au luxe, mais du coup, on l'explique par le sourcing et finalement aussi l'aspect un peu onirique de rapport à la nature, aux rituels ancestraux, à la couleur et au sacré, qui est un storytelling qui est très fort pour eux aussi. Et c'est universel. Par exemple, le rouge en Asie, c'est l'amour, c'est le mariage, c'est le rouge de la cartame qui est utilisé par les geishas depuis toujours pour faire du rouge à lèvres. Donc voilà, c'est créer aussi des ponts culturels entre ces différents pays. Et donc, je ne dis pas que c'est facile de ne pas brûler son âme. Et c'est vrai que tous les jours, au quotidien, je dis à mes équipes, dans chaque choix de la chaîne de valeur, à ça oui, à ça non. Et tant qu'on est familial, on a cette chance-là. Mais c'est vrai que c'est un combat de tous les jours. Bon, en tout cas, un très très grand merci, Olivier, parce que je pense que tu montres à la fois cette vision systémique et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, comment on peut l'appliquer, que des solutions, et elles existent, donc à nous de les prendre voilà, de se prendre en main et d'y aller. Et derrière aussi quand même ce rôle de curation, si je puis dire, d'influence Oui. positive que tu peux avoir, quel que soit le contexte culturel dans lequel tu t'inscris, pour justement trouver le bon angle, on va dire, du récit, du storytelling, comme tu disais, pour là aussi porter à connaissance et faire évoluer les comportements consuméristes. Donc un D'ailleurs, grand si je peux merci. me permettre, on parle d'influencer les marchés, notre communauté, nos réseaux. Vous parliez de coalition tout à l'heure. Et voilà, je fais un petit parallèle, mais c'est vrai que tout ça, ça demande aussi des fonds. On en parlait, pour faire l'international, le scale-up, ça demande des fonds. Et on n'a pas encore la capacité d'avoir les labels forts, comme mes collaborateurs l'ont évoqué tout à l'heure. Euh, Par contre, on a décidé d'ouvrir notre capital au public. Alors, on n'est pas encore une scope, mais c'est vrai qu'on a décidé de faire une levée de fonds communautaire qui va démarrer au mois de juin. Donc, le 23 juin, il y a le teasing et le 7 juillet, vous pouvez vous connecter sur Tudigo pour pouvoir devenir actionnaire du Rouge français de ses actions positives pour On 500 est compris. euros. Voilà. Après tout ce que tu as dit, on ne peut être que convaincu. Peut-être Pascal, et on aura le temps, on peut un peu déborder pour ceux qui souhaitent rester avec nous. Je voulais peut-être si voilà, certaines vous voulez conclure. Je sais que Pascal, tu voulais aussi nous redire quelque chose. Peut-être Karen et Stéphanie, si vous voulez aussi faire un petit mot de la fin. Mais Pascal, à toi l'honneur. Oui, bah écoute, volontiers, merci. Prendre en compte évidemment tous les risques par rapport au changement du climat. Donc, quand on parle du changement du climat que l'on vit dès aujourd'hui, c'est pas seulement les vagues de chaleur, c'est les gelées tardives, les inondations, les terrains qui dévissent, les tempêtes, toutes ces réjouissances qui font que les plantes deviennent à risque, notamment aussi les plantes à parfum, mais en même temps, on a de nouvelles plantes qui arrivent parce que maintenant, le camphrier, arbraté, on peut les trouver près de Perpignan. Voilà, donc par En rapport Bretagne, à... du thé, hein. Pardon? On a même du thé en Bretagne aussi.
Oui, 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 bah, tout est en train de monter, effectivement. Donc, bon. En tout cas, on a des réponses. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu beaucoup de solutions qui ont été adressées pendant cette heure d'échange, dont l'agriculture régénératrice fait partie. Et on peut évidemment ajouter tout le regard sur le microbiote. Moi, je suis passionnée par le fait que bah, tout le vivant dont nous faisons partie, on partage le microbiote et le microbiote des sols, la rétroaction, plan de sol, ce sont des grands champs aussi pour demain. Voilà, donc soutenir la biodiversité, le vivant, microbiote, impact du climat. J'ai fait une étude complète sur le sujet. Ce sont vraiment des territoires d'action pour toutes les années à venir. Ouais, un grand merci Pascal, c'est effectivement très très important donc, là aussi de bien illustrer comment tout est lié, ce que je disais en introduction, Oui. systémique et des comparaisons et des analogies qu'on peut faire entre la planète, enfin, le vivant non humain et le vivant humain. On Mm. retrouve exactement les mêmes, à la fois les mêmes problèmes et les mêmes solutions. Peut-être Stéphanie ou Karen, vous vouliez... Et s'il y a peut-être, en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat et on essaiera d'y répondre. N'hésitez pas à les mettre. Qui veut? Je n'ai pas forcément de choses pour compléter, parce que le panorama était déjà très très large, et merci, merci à toutes pour vos témoignages très intéressants. Non, voilà, j'ai envie de rester optimiste. En tout cas, je pense qu'on y en est obligé. Donc on voit bien qu'il y a un foisonnement d'initiatives et la coopétition que décrivait Karen tout à l'heure, enfin, c'est quand même quelque chose de très enthousiasmant. Donc voilà, restons optimistes quant à la volonté aussi des acteurs économiques de penser différemment sur leur manière de faire des affaires et de modifier de manière vraiment structurelle et pas juste cosmétique leur modèle économique. Merci beaucoup Stéphanie. Karen? Bon, moi, enfin, ce que je disais, c'est que pour moi, il y a pas de régénération s'il n'y a pas d'ancrage, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire ancrage à un territoire, se réapproprier nos territoires, les connaître, connaître les gens, connaître leurs problématiques, refaire des boucles peut-être plus courtes. Et donc pour moi, c'est ça, et puis de créer les conditions plus que tout de suite des solutions. Parfois, on cherche des solutions parce qu'on est comme ça, action, solution. Et parfois, les solutions, elles sont, comme elles sont systémiques, elles sont pas si simples. Et donc, j'insiste sur le fait de plutôt créer comme un sol, hein, les conditions pour que des choses émergent, plutôt que de dire j'aurai tout de suite la solution. Donc, des petits pas humblement pour se réapproprier nos territoires, coopérer, trouver les bons acteurs, peut-être des nouveaux acteurs avec lesquels coopérer. Voilà. Merci C'était, pour cette autre analogie avec le vivant. voilà, exactement. C'est de l'inspiration du vivant, mais à 100%. Mm. Est-ce qu'il y avait des questions? Alors, soit dans le chat, soit vous pouvez intervenir si vous voulez. Sinon, je vais conclure cette table ronde. Déjà, en vous remerciant vraiment toutes les quatre. Je pense que j'espère. Moi, j'ai un peu le sentiment que vous nous avez quand même bien énergisé, même si on voit que le chemin est, voilà, est compliqué et la route est longue. Mais il y a quand même, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Et quand on voit ce que vous faites toutes les deux, Karen et Elodie, chacun dans des contextes très très différents, on voit bien qu'il y a quand même voilà, des visions systémiques qui sont petit à petit en train de se mettre en place et de progresser. Et je pense que ce que vous montrez aussi, et moi j'ai surtout à chaque fois, c'est le point clé, c'est la cohérence. Voilà, c'est petit à petit et ça revient à créer les conditions. C'est aussi comment vous allez mettre aussi de la cohérence sur notre capacité à avancer sur toutes les dimensions en même temps. Et c'est ça qui est Mm. extrêmement difficile, extrêmement C'est compliqué. difficile. Mm. Je pense que ça, c'est un point très important. Et dernier point, justement, là aussi, on parlait de donner des repères, si ça intéresse certaines et certains. Moi, j'avais écrit une étude sur la cosmétique régénératrice en 2021, où je donnais un certain nombre justement de ces repères sur l'innocuité holistique. On en a parlé, je crois, Elodie l'a parfaitement bien démontré, sur l'encapacitation. Alors, on a pas là aussi, on l'a vu quand même sur cette idée de coopération. Voilà, on n'aura pas eu le temps de parler de la satiété, mais ça aurait pu être aussi un gros sujet. Euh, C'est ton mot préféré. sur l'aspect volumique, parce Revenir que au minimalisme. tu l'as montré aussi, Karen, il y a aussi des volumes. Enfin voilà, il faut tenir compte des ressources qui sont finies. Donc, il va falloir penser un petit peu autrement là encore. Mais tu donnais la piste servicielle, qui, à mon avis, est une des pistes très, très prometteuses pour aller vers cette satiété. Donc, ce juste besoin. Donc, en tout cas, un grand, grand merci
voilà, pour tous ces exemples que vous nous avez donnés, qui, je trouve, donnent plein de, voilà, d'énergie et d'espoir pour la suite. Donc, et merci à toutes elles et à tous ceux qui ont assisté à cette table ronde. Et merci, Jérémy, pour avoir permis tout ça. Voilà. Merci. Merci à tout le monde. Merci, Merci au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.